Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pas de Simon, pas de Bastien autour de moi aujourd'hui. Je suis tout seul pour une petite émission un peu impro au niveau technique. Je vais essayer de faire de mon mieux. L'idée, c'est de revenir un peu en détail sur le cas Bradley Beal et le buy-out qui a eu lieu, donc, enfin qui est officiel depuis hier soir, le fait que donc Bradley Beal va quitter les Suns qui ont racheté son contrat et il va partir dès que ça sera possible d'ici 2 jours. Il va signer avec les Clippers et voilà. Et bon, j'ai envoyé quelques tweets, j'ai vu pas mal de réponses, des choses hyper intéressantes, des choses qui le sont beaucoup moins. Et donc je me suis dit tiens, ça pourrait mériter de faire une petite émission pour revenir en détail sur ce que j'appellerais une sorte de un peu de cas d'école de comment tu peux essayer de t'en sortir quand tu t'es mis dans la mouise quand même bien jusqu'au cou, voire au-dessus du cou. Hein. Les Suns de Matisse Bia, vous m'avez entendu pester dessus à nombreuses reprises et c'est pas pour rien. Donc, je précise tout de suite en préambule, avant de rentrer dans les détails, le vif du sujet, va falloir sortir les calculatrices parce que là on va parler de salary cap et tout. Je suis pas un expert en capologie, mais là j'ai essayé de bosser un peu mon dossier pour bien comprendre un peu les tenants, les aboutissants de tous les chiffres qui sont intéressants autour de ce buyout de Bradley Beal. Je ne pense absolument pas que les Suns vont être compétitifs là grâce à ce buyout ou quoi là, à court terme, c'est-à-dire qu'au moins l'année prochaine, à mon avis, tu vas pas très loin là-dedans. En revanche, je pense quand même que c'était la bonne chose à faire pour Phoenix, que c'est le début de quelque chose de plus positif et que les dernières semaines de gestion des transferts, des signatures et tout, de la draft et tout, de la part du nouveau front office des Suns sont pour moi bonnes et plutôt de bon augure pour la suite, même si évidemment quand tu es dans la merde jusqu'au cou, tu peux pas te retrouver comme ça tout d'un coup dans une super situation. Il va falloir du travail, un peu de temps et tout, mais au moins je trouve qu'on est sur une voie plutôt intéressante et même plutôt bonne. Et ça fait un bail que j'ai pas dit ça en fait sur les Suns, donc rien que de dire ça, je suis assez content. Ceci étant dit, ceci étant posé, je vous propose qu'on commence par s'intéresser tout de suite aux tenants aboutissants de ce buy-out de Bradley Beal. Donc déjà, première chose, ce qu'il faut bien comprendre, c'est les Suns ont buy-out, racheté le contrat de Bradley Beal pour qu'il s'en aille et qu'il puisse signer où il veut. Les Suns n'ont pas tout à fait les 111 millions de Bradley Beal encore dans leur salary cap. J'arrive tout de suite sur ce point parce que Bradley Beal, il lui était dû encore 111 millions sur les deux, enfin presque 111 millions sur les 2 prochaines saisons. Le problème, c'est que c'est pour ça que ça a pris du temps. Je l'avais expliqué dans une émission de débrief, je ne sais plus, avec Simon, il me semble, mais je vais le remettre ici sur la table. Les Suns avaient déjà dans leur banque, je vais vous montrer un petit écran, les Suns avaient déjà dans leur banque 2 joueurs coupés et dont le salaire avait été stretch sur plusieurs saisons, c'est-à-dire qu'on prend le salaire qui reste à payer aux joueurs et au lieu de tout payer d'un coup ou sur 2 saisons, en l'occurrence pour Bradley Beal, là ça va être payé sur 5 ans. Sauf que, et je vous montre un écran tout de suite, voilà, ça c'est mon petit site, le site que j'aime bien, Spotrac, pour aller voir les salaires, et vous avez, là voilà, la base salariale des Suns, j'arrive dessus, hein. Summary, machin, nanana, et où est-ce que c'est? Voilà, pardon, j'étais trop haut. Non, mais je suis dans les Clippers, c'est pour ça que je ne trouve pas Bradley Beal. Excusez-moi, j'avais prévenu la technique. Voilà, on y est. On est dans les Suns, dead money. Ça va être de la dead money. Donc je reviens sur moi, je reviens sur les salaires juste après. Dead money, c'est donc littéralement de l'argent qui est mort. C'est-à-dire c'est de l'argent qui compte dans le cap, mais le joueur n'est plus dans ton roster. Tu as la possibilité en NBA donc de couper des joueurs et d'avoir de la dead money. Ça ne peut pas excéder 15% de ton salary cap. Et donc, ça fait 23 millions ou quelque chose comme ça, le chiffre exact. Et les Suns, comme vous pouvez le voir ici sur cet écran, ils avaient déjà Nassir Little et EJ Liddell qui étaient cut. Donc Nassir Little sur plusieurs saisons, EJ Liddell il en restait encore 2, mais bon ils avaient déjà grosso modo 3,8 millions de dead money, donc ils ne pouvaient pas donner à Beal, en tout cas avoir sur Beal
plus de 19 383 de dead money par saison. Ce qui fait, quand tu le multiplies par 5, tu arrives grosso modo à 97 millions. Comme il en restait 111 dans le salaire de Bradley Beal, il y a un gap de un petit 14 millions. Qui est comblé en partie parce que les Clippers vont donner à Bradley Beal et Bradley Beal en lâche un tout petit peu dans l'affaire, mais vraiment pas beaucoup. Il va toucher beaucoup d'argent pour aller finalement des Suns pour aller finalement jouer chez les Clippers. Je pense que Bradley Beal n'a absolument pas à se plaindre financièrement de cette situation. Sportivement, on verra, on va en parler et tout, machin. Moi, je pense qu'il va être très bien à Los Angeles et qu'il peut avoir un rôle très intéressant. J'y viens plus tard. Pour les Suns, c'était une solution qui est ce que je qualifierais de la moins pire. Pour moi, la pire, c'était de garder et le contrat de Bradley Beal sur 2 ans et Bradley Beal dans ton roster. Pour moi, ça, c'était l'enfer. Ensuite, il y avait le couper purement et simplement et ne pas stretch son contrat, donc payer sur 2 ans les sommes énormes. Et il y avait réussir à négocier avec lui un buyout qui rentre dans le cadre de la dead money, qui te permet de stretch sur 5 ans. Et donc, au-delà de la petite économie, au lieu de payer 111, tu payes 97. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Parce que, en fait, tu te retrouves, et là je reviens sur les salaires des Suns, voilà, vous les avez ici, donc tu as Devin Booker, je vais parler de la prolongation de Devin Booker, vous inquiétez pas, tu as Jalen Green et Dillon Brooks qui sont arrivés dans le trade de Kevin Durant, on va en parler aussi, tu as Grayson Allen, Royce O'Neal, machin, Mark Williams, bref, c'est pas un effectif de ouf, hein, c'est un effectif bien mid, on va pas se mentir. Et tu as ici la dead money. Et la chose intéressante pour les Suns, et je pense que c'était leur objectif numéro 1, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ça, vous le voyez ici, les Suns sont repassés environ 8 millions et quelques, 8 millions 6, 7 sous le premier apron. Et ça, c'est extrêmement important. Avant ce cut, enfin ce buyout de Bradley Beal, les Suns étaient carrément dans le second apron. Et en repassant sous le premier apron, les Suns étaient dans la taxe avant. Ils étaient même en repeater tax, comme on dit. Ils avaient beaucoup à payer de salaire et beaucoup de taxes. Rien qu'en cutant Beal et en stretchant son salaire sur 5 ans, il y a eu des estimations qui ont été faites. Grosso modo, c'est à peu près 200 millions d'économisés pour le proprio Matisse Thybulle, juste en faisant ce move. Puisque en économisant tous les ans, il économise des tonnes en taxes. Un peu comme on fait d'ailleurs, je l'avais mis dans un tweet, un peu comme on fait les Boston Celtics qui ont dump du salaire, notamment Jrue Holiday et Porzingis. Ça leur a permis de repasser sous les aprons et d'économiser un paquet de pognon en taxes. Donc voilà, premier effet qui se coule, il y en a plein pour les Suns, t'économises un paquet de fric. Donc bon, Matisse Thybulle a fait de la merde. Matisse Thybulle assume de payer très cher plein de salaires, ça marche pas, ça sert à rien, il se retrouve obligé de cut un joueur, ok, mais le buyout, mine de rien, en fait, lui fait quand même économiser de l'argent. Même si par contre, en termes de cap et tout, pour la gestion de l'effectif, c'est pas si simple. Mais en passant sous le premier apron, et donc plus dans le deuxième ni dans le premier, donc t'es 8 millions 6, voilà j'ai mes notes là, t'es 8 millions 6 sous le apron 1 et t'es 21 millions à peu près sous le deuxième apron. Deux gros avantages. Premier, tu récupères l'usage de ta mid-level exception. Bah mine de rien, c'est quand même cool, hein. Donc là t'es non-taxpayer pour l'instant, mais je ne pense pas que les Suns vont réussir à rester sous la taxe. À mon avis, il va y avoir des moves ou des petites choses, des contrats qui vont se signer, des choses qui vont les faire repasser dans la taxe, mais ils peuvent rester sous le premier apron. Donc ils auront une mid-level de 5,7 millions, tu peux signer un joueur. Ensuite, tu pourras avoir la possibilité, ça je ne le savais même pas, j'ai découvert en fouinant, mais parce que j'ai pas forcément tous les éléments, mais là tu vas pouvoir utiliser pleinement des éventuels traded player exception. Ça peut servir si jamais tu en as dans des trades. Et enfin, le truc à mon avis pour moi le plus important, au-delà des économies de fric, c'est que tu vas pouvoir désormais agréger les contrats dans les trades. Je m'explique, jusqu'à aujourd'hui, les Suns et d'autres équipes qui sont dans le second apron ne pouvaient pas, les Suns, mettre plus de un joueur dans un trade. C'est-à-dire, par exemple, ils ont tradé Kevin Durant, tu pouvais mettre que Kevin Durant. Tu pouvais récupérer plusieurs joueurs si tant est que les salaires matchaient. C'est ce qui s'est passé. Dillon Brooks plus Jalen Green, grosso modo, ça fait le salaire de Kevin Durant et c'est comme ça que le trade s'est fait. Maintenant,
les Suns vont avoir la possibilité de dire on peut te proposer tel joueur plus tel joueur contre tel joueur plus tel joueur, on s'en fout après des packages, mais en gros, les Suns vont avoir la possibilité de mettre plus de un joueur dans un trade. Et là, je reviens sur les salaires des Suns. On se rend compte aujourd'hui, côté Suns, salaire et même là, les positions, là vous les avez ici. Bon, après ça vaut ce que ça vaut sur Spotrac. Ils sont meilleurs sur les salaires que sur les positions, mais ça donne quand même une idée. On en reparlera le moment venu, mais tactiquement, on voit bien que les Suns, il y a un vrai sujet de point guard, même si je sais, point book, nanana, il va faire le taf. Oui, on va parler de Booker, mais je pense que point book peut faire le travail évidemment, mais j'aimerais bien avoir à minima un meneur dans cet effectif meilleur, sans lui faire offense, que Gillespie, que j'aime beaucoup mais qui pour moi est un backup au mieux, plutôt backup du backup presque. Donc j'aimerais bien avoir un vrai meneur backup comme l'a été Tyus Jones. Ça n'a pas fonctionné les 7 Tyus Jones, mais un genre de gars comme ça. Et je pense également qu'il y a une réflexion sur du rééquilibrage à faire dans les ailes. Je reviens ici. Booker, ok. Jalen Green. Bon, déjà, la complémentarité de Jalen Green-Booker, on tous. Mais on demande à voir, mais on tous quand même. Dillon Brooks, bon, dans l'aile, très bien. Grayson Allen, Royce O'Neal, est-ce que vraiment tu as besoin des deux? Ça se discute. Et après, vous voyez ici, il y a 3 pivots. Mark Williams qui est venu dans un trade au moment de juste avant à la draft, quoi. Maluar, pardon, qui est un rookie à fort potentiel, mais qui est très jeune et il lui faut du temps de jeu. Franchement, Nick Richards, mon poteau, probablement tu peux être dans un trade. Et là où ça redevient intéressant pour les Suns d'être passé sous les aprons, c'est que du coup tu peux potentiellement monter sur des trades et dire ah ouais, pour équilibrer les salaires, ah ouais, vous voulez nous filer le salaire de machin qui nous intéresse, mais il est plus gros que le salaire de Nick Richards. Voyons ce qu'on peut faire si on met le salaire de Royce O'Neal, ou si on met le salaire de Grayson Allen, ou si on met le salaire de, j'en sais rien, n'importe quel autre joueur de l'effectif des Suns, à voir. Mais en gros, maintenant, ils ont la possibilité de faire des combinaisons. Quand tu vois que Royce O'Neal gagne 10, 11, 12 millions par an pendant là 2-3 ans encore, c'est un contrat. Si les Suns jugent que il vaut mieux donner du temps de jeu sur ce poste-là à Ryan Dunn et donc à Dillon Brooks également et tout, et que Royce O'Neal est un peu moins utile, mais que peut-être son contrat peut être considéré comme un bon asset pour récupérer soit du draft capital, mais je doute que tu en aies tellement, soit un autre joueur qui colle mieux à ce dont tu as besoin sportivement, ils peuvent associer le contrat de Royce O'Neal à celui de Nick Richards. Et pareil pour Grayson Allen, qui sont à mon avis les cibles principales que les dirigeants des Suns vont avoir envie de trader. Donc, le fait d'avoir stretch le contrat de Bradley Beal sur 5 ans, évidemment que ça fait de la dead money de ouf et que c'est relou et tout, mais comme vous pouvez le voir ici à l'écran, vous voyez ici à côté du chiffre de Bradley Beal, donc 19 300 000, donc pendant plein de saisons, hein, jusqu'en 2030, assez rapidement on va être à environ 10% du cap. Donc grosso modo, Bradley Beal va te prendre 10% de ton cap, donc c'est moche, mais ça reste que 10% du cap. On peut travailler avec 90% du cap, plus toutes les exceptions qui vont avec, les machins, les trucs. On a vu que Matisse Bia, il n'avait pas peur de dépenser de l'argent. Donc, on verra comment il prend les choses. Peut-être qu'il va aussi travailler de manière plus intelligente avec ce nouveau front office et qu'ils vont dépenser l'argent quand ça vaudra vraiment le coup et pas n'importe comment. Parce que là, on rappelle l'origine de tout ce merdier. C'est le fait d'avoir tradé pour faire venir Bradley Beal, son énorme contrat et sa no trade clause. Une hérésie totale que du coup tu te retrouves à payer et qui t'empêche clairement d'être compétitif. Puisque, ok, là, les Suns nettoient. Les Suns assainissent quand même assez largement leurs finances. Ensuite, ils veulent se donner des chances de construire autour de Devin Booker, puisque là, Devin Booker, il a été prolongé assez cher, hein, on va pas se mentir. Vous l'avez ici, la prolongation de Devin Booker, et il y en a une autre année derrière, là, en violet, qu'on voit pas à l'écran, mais qui existe bel et bien. Mais c'est très cher, mais préparez-vous, parce que ça va être le cas de plein de contrats du même genre. Et c'est très cher, mais vous irez voir, c'est 35% environ du cap. Des contrats comme ça en 2028, 29, 30, des mecs qui gagnent 60, 70, 65 patates, il va y en avoir dans la ligue. Préparez-vous. Booker est en fait que le premier. Donc là, tout de suite, il a un énorme contrat. Mais en fait, il va être rejoint par plein de gens parce qu'il y a d'autres superstars qui vont gagner 35% du cap. Je ne pense pas que les Suns avaient tellement le choix. L'autre choix aurait été de trader Booker, récupérer des assets et dire c'est bouton rouge.
Là, ils ont fait le choix de ce qu'ils appellent en anglais un retool, c'est-à-dire on se réorganise, on reconstruit, mais autour déjà d'un mec qui est quand même de level all-star, on va dire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne pense pas du tout que ce soit Booker qui va empêcher, et son salaire qui vont empêcher les Suns d'être compétitifs. On le voit, les équipes compétitives aujourd'hui, elles ont pas un salaire max, elles en ont souvent 2, voire 3. Après, ils sont parfois moins élevés que celui de Booker, ça dépend de l'âge du type et tout, mais grosso modo, c'est quand même le modèle ressemble à ça, avec ensuite des salaires de role player, quelques mecs au minimum vet, la mid-level et tout. En gros, c'est plutôt de savoir est-ce que le management des Suns va savoir bien travailler autour de Devin Booker et de cette nouvelle flexibilité, si légère soit-elle, elle existe aujourd'hui alors qu'elle n'existait pas encore hier. Cette nouvelle flexibilité qui vient de s'accorder en faisant le buy-out de Bradley Beal. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Moi, je pense qu'il faut leur laisser le bénéfice du doute, comme on dit. Ce sont des gens qui sont arrivés, donc le nouveau front office, dans une situation vraiment pas bonne. Là, ils ont réussi à récupérer de la flex et à rentrer sous le second apron. Le propriétaire Matt Ishbia économise, comme je vous l'ai dit, énormément de pognon. Je pense que pour le renouveau du groupe, l'ambiance, le côté nouvelle ère et tout, il fallait couper Bradley Beal. Il fallait le couper. Non seulement financièrement, je pense que c'était la bonne décision, je pense qu'en termes de groupe, ça l'est également. Après, est-ce que Booker va pour autant devenir un franchise player autour duquel tu construis pour le titre? Vous savez, je l'ai déjà pas mal critiqué et tout. J'ai détesté ce qu'il a fait contre les Mavs à l'époque en 2022. Dans le sweep subi par les Wolves, c'était une cata également. Bref, j'ai pas kiffé. Non, c'était 2023. Bref, je sais même si c'est 2022. Bref, ça l'a pas fait. Il y a plein de choses à travailler. Je dis pas que Booker c'est le franchise player de mes rêves. Moi je le kiffe parce que ça fait 10 ans qu'il se donne pour les Suns. Maintenant j'essaye de rester réaliste quant à son réel niveau. Est-ce qu'il représente vraiment dans la ligue? Toujours est-il que c'est un très fort joueur au cours duquel tu peux construire des choses et espérer gagner des matchs. Là c'est plutôt le reste de l'effectif qui est un peu compliqué. Ce nouveau front office, je reviens dessus. Ils ont tradé Kevin Durant. Bon. Évidemment que le trade est perdant pour les Suns. Évidemment, ni Dillon Jones ni Jalen Green n'ont le niveau de Kevin Durant. En revanche, au vu des circonstances, avoir Dillon Jones, un vrai joueur de rotation qui peut jouer titulaire au poste 3 en NBA dans une équipe solide, il était titulaire chez les Rockets qui ont gagné 52 fois, je veux dire, ça fonctionne, il défend, il colle plutôt bien à côté d'un profil à la Booker. Donc, moi là-dessus ça me va. Après j'ai l'interrogation de Jalen Green, je suis comme beaucoup d'entre vous, je suis pas le fan numéro 1 de Jalen Green, il est encore jeune, il a du potentiel, maintenant il a montré que dans une équipe qui veut aller loin, il a montré des énormes limites en termes de qualité de choix et de régularité, et en plus il est sur un poste où en fait ça oblige un peu Booker à jouer un peu différemment, point book et tout, bon bref, je suis pas un fan absolu. Maintenant, est-ce qu'il y avait le choix? Je pense pas. En plus les Suns ont réussi à gratter auprès des Rockets une Kyriel de second pick de draft et dans un trade qui est devenu un trade à 7 au fait. Enfin 7 équipes. 7 c'est comme ça, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, un pick de draft, le pick de draft numéro 1 du premier tour, le pick de draft numéro 10, pardon, donc qui est devenu Kamal Malloar, pivot. Les Suns avaient besoin de taille. Ils ont pris Mark Williams en filant leur pick 29, un pick de 2029 et puis le contrat de Vassili Micic, je ne dis pas de bêtises, pour avoir Mark Williams, pivot, taille, se blesse beaucoup, mais pivot taille. Et ils ont pris Kamal Malloar qui peut être la rotation, en rotation avec Mark Williams. Tout ça, ça peut fonctionner. Ils avaient besoin de taille, ils en ont. Ensuite, ils ont travaillé autour de toute la kyrielle de second tour de draft qu'ils avaient et ils ont réussi à monter pour avoir Rasheed Fleming puis Kobe Bree. Rasheed Fleming, tout de suite, les Suns ont l'air de vraiment beaucoup croire en lui, même si c'est un rookie et tout. Mais je pense qu'il va être dans la rotation prévue par le nouveau coach Jordan Hott parce qu'ils lui ont fait signer un contrat de 4 ans, dont de 8 millions sur 4 ans, dont environ 5 millions sont garantis. Ils ont l'air d'y croire. Ensuite, Kobe Bree, le shooter, plutôt poste d'arrière, est un joueur qui est donc maintenant avec un contrat two-way.
On verra. Entre-temps, ils ont récupéré Nigel Hayes-Davis, qui a été quand même le meilleur joueur du dernier Final Four, la Euroleague avec Fenerbahçe. Donc, ils essayent de travailler. Je répète ce que j'ai dit en préambule. Je ne pense pas que malgré tout ce bon travail, les Suns vont être compétitifs là de suite. Je pense que c'est beaucoup trop court, surtout dans cet Ouest qui est furieux. On en reparlera le moment venu à la rentrée quand on fera les 30 previews et tout. On aura les choses beaucoup plus claires, on aura le temps, tout l'effectif sous les yeux et tout. On pourra bien se foutre de la gueule des Suns parce que c'est, voilà, malheureusement, quel est le cas de titulaire, quel est le vrai deuxième ball handler, comment tu fais jouer Jalen Green et Devin Booker, ok, la raquette elle est athlétique mais elle est jeune, comment tu fais dans l'Ouest, combien d'équipes sont moins bonnes que les Suns aujourd'hui? Salut les Pels, salut Utah. Après, est-ce que les Suns peuvent vraiment être meilleurs que les Blazers? Ouais, bon, faut voir. Qu'est-ce que vont donner les Spurs? Moi, je pense que les Spurs ont vraiment un bel avenir devant eux, là. En tout cas, ils vont être compétitifs et tout. Enfin bref, vous voyez, on connaît tous, l'Ouest, c'est l'enfer. Mais faut pas oublier la réalité, c'est que quand tu es dans une situation toute pourrie, faut tout faire pour essayer de t'en sortir et que ça avance. Et donc, il faut prendre des choix un peu radicaux. Là, le choix radical qui a été pris, c'est de filer le fric à Bill, mais qu'il s'en aille, en gros. Et d'avoir une petite négo qui te permet de gratter et de pouvoir le stretch sur 5 ans et donc d'avoir de la flex. J'espère que ces points un peu financiers, argent et tout permettent d'expliquer un peu la situation et que je me fais comprendre, en tout cas dans mon point de vue. Donc, pour aller un peu vers une sorte de petits pas de conclusion, mais un peu de finalité dans ce qui vient de se passer, les Suns, sportivement, c'est une catastrophe de perdre Kevin Durant et Bradley Beal. Donc Bradley Beal contre rien, Kevin Durant contre Dillon Brooks, bon, même Kamal Malwar s'il a du potentiel, et Jalen Green, ok d'accord, mais genre, voilà, sportivement, t'es perdant. T'es perdant sur le papier, parce que je rappelle que sur le terrain, c'était nul à chier. Ce qu'on a vu des Suns avec Bill, Booker, Durant, ça s'entendait pas bien, d'où mon idée de renouveau. Ça a jamais vraiment bien marché, ce truc et tout. C'était voué à l'échec, finalement. Et donc, fallait casser ce truc, quitte à, clairement, d'un point de vue théorique, être perdant. T'es gagnant financièrement, t'es gagnant en flexibilité, t'es gagnant dans ton cap, t'es gagnant parce que t'es un nouveau management et tu lances une nouvelle ère. Les fans des Suns dont je fais partie, perso, moi je préfère voir mon équipe, peut-être qu'ils vont être 13e à l'ouest ou 12e, ou j'en sais rien, enfin on s'en fout, mais je préfère les voir avec peut-être des mecs qui se développent et voir ce que ça donne, voir l'attitude de Booker. Est-ce que Booker c'est vraiment l'homme du peuple à Phoenix et qu'en gros il est prêt à souffrir avec l'équipe pendant X saisons? Il va toucher son blé, attention, mais je veux dire, sportivement souffrir et être sympa, jouer les leaders avec les jeunes, je ne sais pas, on va voir. Ça se trouve dans 6 mois il en aura le cul, il demande son trade, on verra. En tout cas, la situation est meilleure. Mais les Suns ne peuvent pas vraiment être considérés comme des gagnants. Pour moi, c'était des gros perdants qui viennent de nettoyer un peu et de limiter la casse et de se donner des petites ouvertures. Il y a le tunnel, ça y est, on voit une petite lumière au bout. Ça y est, on la voit, la petite lumière. Donc on a le droit d'y croire. Maintenant, le chemin est encore long. Non, les gagnants, là, bon, Bradley Beal, ok, il a sa thune, il va les jouer. Les gagnants, c'est les Clippers, là. Pour moi. De ce buyout. Parce que bien joué les Clippers. Malin, tu te positionnes sur Bradley Beal, tu le payes pas au minimum, tu donnes 11 millions, bon ok, parce que tu dois boucher un petit peu la négo qu'il y a eu pour que les Suns puissent le stretch, mais tu ajoutes dans ton effectif un joueur qui, du coup, à ce prix-là, est un excellent rapport qualité-prix. Autant c'était dégueulasse avec le contrat horrible que les Wizards lui avaient filé et que les Suns avaient accepté de prendre dans un trade, autant là, on parle d'un mec qui est largement capable de foutre entre 16 et 18 points par match, avec des bons pourcentages au tir, qui peut tenir un petit peu la balle, qui peut jouer à côté de James Harden, avoir la balle en main, jouer à côté d'un Chris Dunn ou quoi. Bref, pareil, on fera la preview des Clippers, mais moi je trouve qu'ils font partie des gagnants. Oui, on va me dire, il y a l'infirmerie, évidemment, mais on est aux Clippers, on peut pas tout avoir. Bien sûr, tu as un mec qui rentre dans ton effectif, bah ouais, il est injury prone. On est aux Clippers, pardon pour la blague, mais c'est la vérité. Entre Kawhi, ça va mieux Kawhi, mais Harden qui peut être injury prone, là tu ajoutes Bradley Beal à cette affaire. L'effectif sur le papier est très intéressant et plein d'expérience. Maintenant, il y a un peu de risque, mais à ce prix-là, Bradley Beal, c'est un risque que les Clippers ont complètement raison de prendre. Donc voilà.
c'est un gros buy-out. C'était l'occasion de revenir un peu en détail et de se poser et de discuter et d'expliquer, peut-être, j'espère que ça a servi à certains, toutes les contraintes de ouf que représente le fait d'être hard cap avec le premier, voire le second apron, qui sont des règles vraiment qui vont faire réfléchir beaucoup de gens. Là, on voit les Suns qui préfèrent y lâcher fort, les Celtics, Jason Tatum se blesse, Brad Stevens il est hors de question d'être coincé dans le second apron sans avoir Jason Tatum. On a vu les Pacers qui refusent de payer de la taxe après la blessure d'Haliburton. Je veux dire, les équipes s'organisent, les équipes s'adaptent aussi au nouveau CBA. Alors évidemment, Matisse Bia, lui, il a mis un peu plus de temps à capter, donc il y a eu des grosses erreurs qui maintenant faut digérer, mais les Suns sont dans la mouise. Mais maintenant, on voit une petite lumière au bout du tunnel. Et ça, c'est quand même important, surtout dans une situation où tu veux un peu reséduire Devin Booker. Donc tu lui as mis la grosse prolongation. Et maintenant, tu mets des joueurs à potentiel autour de lui. Il y a quelques joueurs un peu plus vétérans qui sont des role-players. Et maintenant, ça va être aux Suns de bien bouger les bons pions pour essayer de... Il y aura des affaires à faire, peut-être même d'ici encore la fin de l'été, sur le marché des transferts, en proposant 2 joueurs avec des contrats corrects, un Nick Richards et puis un Royce O'Neal, ou le contrat de Grayson Allen, qui est un joueur tout à fait honorable par rapport à son contrat et qui peut servir dans plein de rotations d'équipes NBA. Donc on verra comment ils vont bouger leurs pions, mais au moins aujourd'hui, à la différence d'il y a encore pas si longtemps que ça, les Suns peuvent bouger des pions et les fans des Suns peuvent retrouver un peu d'espoir. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. C'était une petite émission solo, comme ça, vite fait, j'espère bien fait. Bisous, à bientôt, ciao ciao.